Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal sur KMTL, CLFM+, et Canal Antilles, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues et SFR en France et dans ces régions ultra-périphériques. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. La Cour d'appel de Paris a donc confirmé hier, lundi 22 juin, le non-lieu dans le volet pénal du scandale sanitaire du chlordécone. Le hall des sports Gilberte Grandin-Saucé a accueilli ce vendredi plus de 200 élèves de CM2 pour la 5e édition des CM2 d'or. L'association Foyer Rural La Digue a organisé pour la 2e année consécutive les foulées de la digue. Dans votre rubrique Votre avis compte, ce soir, vous avez répondu à la question suivante. En Martinique, avez-vous l'impression de vivre dans un pays pauvre? En fin de journal, retrouvez le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Il s'intitule ce soir « Un nouveau monde prend naissance, où y sommes-nous ?» La pensée du jour, nous devons apprendre que la différence fait vivre la pensée. Santé, un retour au bloc opératoire en urgence sans justification préalable évidente suggère souvent la correction d'une erreur initiale grave comme une hémorragie, l'oubli d'une compresse ou la lésion d'un organe voisin. La qualité de l'air est moyenne aujourd'hui. Une importante opération de fouille a été conduite hier, lundi 22 juin, à la maison d'arrêt de Ducos, mobilisant des gendarmes, des douaniers, ainsi que des personnels pénitentiaires venus renforcer les effectifs depuis la Guadeloupe et la Guyane. Plusieurs objets interdits ont été découverts et saisis. Après 5 jours de mobilisation, les agents territoriaux de Fort-de-France ont obtenu des avancées sur leurs revendications liées à la gestion des ressources humaines. Un accord a été trouvé hier, lundi 22 juin, entre les syndicats et les élus. Tous les services municipaux devraient recommencer à fonctionner normalement demain, mercredi 24 juin, à l'exception des écoles primaires qui, elles, devraient réouvrir jeudi. Le procès de Lionel Griffith se poursuit à la Cour d'appel de Fort-de-France. En première instance, il avait été condamné à 28 ans de prison pour avoir tué sa compagne, Camille Pierre. Hier, il a tenté d'expliquer que c'est lui qui était agressé et que c'est en se défendant que le coup de feu mortel est parti. La Cour d'appel de Paris a donc confirmé hier, lundi 22 juin, le non-lieu dans le volet pénal du scandale sanitaire du chlordécone. Une décision qui suscite déception et colère chez les parties civiles. Associations et victimes se disent déterminées à poursuivre le combat. Parallèlement, la Martinique accueille à partir de ce mardi un colloque scientifique consacré à la chlordécone. Chercheurs, médecins, représentants de l'État et acteurs de terrain se réunissent jusqu'au 25 juin afin d'évaluer les avancées scientifiques et sanitaires liées à cette pollution environnementale persistante. L'événement se déroule sur l'île dans le cadre du plan Chlordécone 4. La préfecture maintient la Martinique en vigilance sécheresse après plusieurs semaines de déficit pluviométrique. Les services de l'État appellent les particuliers, collectivités et professionnels à poursuivre leurs efforts d'économie d'eau afin de préserver les ressources disponibles durant cette période sensible. Depuis plusieurs jours, les usagers de la déchetterie du François trouvent porte close. À l'entrée du site, une pancarte informe simplement que l'établissement est fermé pour raison de sécurité, sans autre précision sur la nature du problème ni sur la durée prévisible de cette fermeture. Une entreprise martiniquaise a décidé de lancer la fabrication de cercueils personnalisés. Le hall des sports Gilberte Grandin-Saucé a accueilli ce vendredi plus de 200 élèves de CM2 pour la 5e édition des CM2 d'or. Ce rendez-vous, désormais incontournable, célèbre la réussite scolaire et marque une étape importante dans l'entrée au collège.
Placée sous le thème de l'Afrique, cette matinée a été rythmée par des chants, des danses et des prestations artistiques qui ont mis en lumière le talent, la créativité et l'énergie de la jeunesse franciscaine. Au-delà de la fête, cette cérémonie a été un moment fort de transmission. Les différents intervenants ont rappelé aux élèves que le travail, la persévérance, le respect et la confiance en soi sont les clés de la réussite. Le maire, Lionel Grandin, a invité les enfants à croire en leurs rêves et en leur avenir. Parmi vous se trouvent peut-être les futurs médecins, enseignants, entrepreneurs, artistes, etc. Et pourquoi pas le futur maire du François? Une phrase qui a fait sourire les enfants tout en leur rappelant que tout est possible lorsqu'on travaille avec sérieux et détermination. La remise des diplômes et des cadeaux a conclu cette belle matinée dans une ambiance de joie et de fierté partagée par les familles, les enseignants et l'ensemble de la communauté éducative. Les deux principaux acteurs du détournement de plus de 3 millions d'euros au détriment de la collectivité territoriale de Martinique ont été incarcérés au centre pénitentiaire de Ducos, conformément à la peine qui leur a été infligée. La ville du François, en partenariat avec l'association Amazon Martinique, invite tout un chacun à participer à la journée au plus près, dédiée à la prévention, à l'accompagnement et au bien-être. Cette journée s'adresse aux personnes atteintes de cancer ou de diabète, à leurs proches aidants, ainsi qu'à l'ensemble de la population. C'est demain, mercredi 24 juin, de 8h à 16h, à l'école Emmanuel Bruno à la Pointe-Courchet. En Corée du Sud, l'IA, l'intelligence artificielle, s'invite désormais dans le quotidien des personnes âgées pour lutter contre la solitude. Des poupées interactives comme Yodel sont déployées auprès de seniors vivant seuls, avec pour mission de leur tenir compagnie et de veiller sur leur bien-être. Dotées de capacités conversationnelles, ces poupées saluent leurs utilisateurs, chantent, rappellent les prises de médicaments ou les repas et expriment des marques d'affection. Pour certains, elles deviennent une présence essentielle. Dans un pays marqué par un vieillissement rapide et un isolement croissant, ces dispositifs répondent à un besoin réel de lien social. Les chiffres illustrent l'ampleur du phénomène. En 2024, plus de 3 900 personnes sont mortes seules en Corée du Sud. Un bien triste record. Près de 42% des foyers sont composés d'une seule personne, une situation qui touche particulièrement les seniors. Face à ce constat, les autorités encouragent le recours à ces technologies, parfois mises à disposition gratuitement par les municipalités. Conçue comme un compagnon affectif, la poupée Yodel s'appuie à la fois sur des programmes d'intelligence artificielle et sur des données issues d'entretiens avec des personnes âgées. Elle peut également collecter certaines informations, comme l'humeur ou le sommeil, avec l'accord des utilisateurs, afin d'alerter les services sociaux en cas de problème. Les effets semblent positifs sur la santé mentale de certains bénéficiaires, mais des inquiétudes persistent. Des professionnels redoutent que ces outils ne remplacent progressivement les relations humaines, notamment si les familles se reposent trop sur la technologie. Les entreprises du secteur de la pêche peuvent encore bénéficier du dispositif exceptionnel d'aide carburant mis en place par l'État. Cette mesure vise à compenser l'augmentation des coûts d'exploitation supportés par les marins-pêcheurs martiniquais depuis plusieurs mois. Les salariés de la société Transaglo sont toujours en grève. Ce conflit social a franchi le cap des 98 jours. Alors qu'une procédure de médiation est en cours, les discussions semblent piétiner. Le samedi 20 juin dernier, l'association Foyer Rural La Digue a organisé pour la deuxième année consécutive les foulées de la digue. Une soixantaine de personnes ont répondu présentes à cette course ouverte à tous
dont le départ a été donné à 16 heures sur la piste d'athlétisme de Cité-la-Croix au Robert par le maire lui-même, Félix Mérine, accompagné d'Yvon Fibleuil, adjoint au maire, délégué au sport. Parmi les coureurs, des candidats libres et des adhérents à diverses associations sportives, l'événement était organisé avec le concours de l'UFOLEP par le foyer rural de la Digue, association Robertine, présidée par Suzy Madère, ayant pour objet la pratique de la marche et de la course pour maintenir la santé. Elle compte une quarantaine de membres âgés de 18 à 74 ans, organise environ 5 courses par an en Martinique et participe également à des compétitions à Sainte-Lucie et à Barbade. Pour prendre part à la course ce samedi, il fallait être en forme, avec certificat médical à l'appui et de préférence quelque peu entraîné, mais l'ambiance était bon enfant, certains venant plus pour participer que pour gagner. Damien Treillard, 35 ans, qui pratique la course depuis l'âge de 6 ans, est arrivé vainqueur de cette édition sous les applaudissements des spectateurs. Bravo à lui, bravo aussi à tous les participants qui n'ont pas hésité à braver le mauvais temps. Les autorités poursuivent les opérations de surveillance maritime au large des Trois-Îlets après le naufrage du navire Urania, ancien bâtiment, saisi dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants. Une pollution limitée aux hydrocarbures avait été détectée et traitée par les services spécialisés mobilisés sur zone. La collectivité territoriale de Martinique, en partenariat avec l'État et l'Union européenne, lance l'appel à projet Parcours de la troisième chance. Prévenir la délinquance et la récidive en accompagnant, c'est l'objectif du parcours de la troisième chance dédié à l'insertion des jeunes de 16 à 29 ans sortant de prison qui sont confrontés à l'absence de logement, à des problèmes de santé, à la rupture des liens sociaux, à des difficultés d'accès aux droits ou à la formation et qui se trouvent également éloignés de l'emploi. Il s'agit de proposer à ces jeunes en situation de grande vulnérabilité un accompagnement global, concret et durable. Favoriser l'inclusion active, en particulier pour les groupes défavorisés, est une démarche qui s'inscrit dans la promotion de l'égalité des chances, de la non-discrimination et de la participation active en améliorant l'employabilité notamment. L'appel à projet s'adresse aux personnes morales porteuses d'une opération collaborative, aux associations Loi 1901, aux acteurs publics, ainsi qu'aux structures de l'insertion par l'activité économique. On attend d'eux qu'en coordination avec les acteurs institutionnels, ils proposent des solutions innovantes. Les structures retenues devront construire des parcours individualisés autour de tous les leviers essentiels de l'insertion, logement, santé, éducation et formation, accès aux droits, insertion sociale, insertion professionnelle. Les candidatures sont ouvertes depuis le 30 avril jusqu'au 30 juillet 2026. Le document de cadrage et la présentation de l'appel à projet sont disponibles sur le site Europe Martinique et les dossiers de candidature doivent être déposés sur Internet. Près de 100 jeunes seront accompagnés chaque année, soit 300 bénéficiaires sur 3 ans. Une enveloppe globale de 1 050 000 €, dont la plus grande partie provient du Fonds social européen, est dédiée à ce dispositif. La lutte contre les armes à feu reste l'une des priorités affichées par l'État en Martinique. Préfecture, forces de l'ordre et magistrats renforcent leurs actions afin de réduire les violences liées à la circulation illégale d'armes sur le territoire. L'ouverture récente d'une structure d'accueil spécialisée pour les personnes souffrant de troubles neurodégénératifs marque une nouvelle étape dans l'accompagnement du vieillissement de la population en Martinique.
Demain, de 18 h à 20 h, le public est invité à venir découvrir le procès historique de l'amiral Robert au théâtre Aimé Césaire. La pièce de théâtre de l'association ADPKM sera suivie d'une intervention de l'historienne Sylvie Mélia. Retrouvez maintenant votre rubrique Votre avis compte. Ce soir, vous avez répondu à la question suivante. En Martinique, avez-vous l'impression de vivre dans un pays pauvre ? Avez-vous l'impression de vivre dans un pays pauvre? Je dirais deux réponses. C'est comme si on prend par exemple, je donne un exemple, hein. On va prendre par exemple le quartier de Trénel, donc on va prendre l'Amba, le Volga, et on va prendre le quartier de Didier, où on voit les gens, entre guillemets, un petit peu plus huppés. En Martinique, je ne dirais pas qu'on est pauvre. C'est il y a une mauvaise gestion. C'est tout. Il y a une mauvaise gestion des choses. On a des richesses en Martinique, mais on ne sait pas le gérer. On a beaucoup de richesses en Martinique. Mais on ne sait pas le gérer. Et pour rapidement, hein, pour dire, lorsqu'on voit que, entre guillemets, nos hommes politiques qui ont le pouvoir de changer beaucoup de choses, ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Vous voyez un jeune qui a une capacité de réussir quelque chose, on va le bloquer. On va favoriser quelqu'un de l'étranger pour faire avancer. On connaît un exemple encore. Vous avez un terrain à vendre en Martinique. Le Martiniquais va pas le vendre pour le Martiniquais, il va le vendre pour le métropolitain qui a vu. Pourquoi? Voilà. Mais, la question même, est-ce qu'on est pauvre en Martinique? Non. Je ne crois pas. Parce qu'ils ont les moyens. Non. Alors je pense que rien qu'à regarder autour de nous, nous voyons bien que c'est pas la pauvreté qui comment dirais-je, qui domine. Hein? Ah non, il y en a qui sont dans la pauvreté, mais ceux-là ils sont pas vus. Mais bien souvent on pleure le ventre plein. Hein? Voilà ce que j'avais à dire. Non, je ne crois pas. Pourquoi? Non, parce que là, on est à l'aise, on a notre voiture, on a tout ce qu'il y a. Ouais. Donc, pour moi, c'est pas pauvre. Avez-vous l'impression de vivre dans un pays pauvre? Il y a des pauvres, il y a des moins riches, il y a des très riches, et il y a des riches. Alors, et il y a des très pauvres aussi. Ce que je pense, Martinique n'est pas si pauvre que ça quand même, hein. Parce que bon, il y a des gens qui sont là, qui attendent sur la SA, les machins comme ça. Mais normalement, on a un tiers de personnes qui sont à l'aise, qui sont très aisées, hein, ici, hein. Vous comprenez? Machin comme ça. Mais en principe, c'est pas tellement, on peut pas comparer avec d'autres machins. Hein? On ne peut pas comparer avec, à côté de Sainte-Lucie. Mais il y a des pauvres. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de pauvres. Non, c'est mitigé, c'est mitigé. Ah ben, il y a les riches et il y a les pauvres. Ouais. Parce que regarde, aujourd'hui lundi, regarde comment on est rempli sur le parking. Et on dit qu'on n'a pas d'argent. Bon, après, il y a ceux qui travaillent pour avoir à manger et il y a ceux qui travaillent pas. Donc voilà. Donc, on va dire que c'est mitigé, c'est mitigé. Il y a les riches et il y a les pauvres. Non, pas du tout. Lorsqu'on voit tout ce qui nous entoure, les voitures, les centres commerciaux pleins, voilà, on n'a pas l'impression d'être dans la souffrance, quoi. Donc voilà, donc il faut aller à certains endroits, oui, on peut le voir, mais il y a des endroits où ça se voit pas du tout. C'est une question très difficile. Quand on regarde les parkings de supermarchés, non. Et quand on regarde les gens, oui. Voilà. Passons au savoir et réfléchir de Roland Laouché. Il s'intitule ce soir « Un nouveau monde prend naissance. Où y sommes-nous » ? Après avoir pris acte qu'un nouveau monde est en train de naître, nous l'avons vu hier lundi, Jean-Marie Nolle, l'économiste guadeloupéen, imagine l'avenir.
l'avenir de la Guadeloupe et de la Martinique. Voilà ce qu'il écrit à ce sujet. Les discussions actuelles sur les questions de souveraineté alimentaire, de production locale et d'intégration régionale révèlent que l'État lui-même semble désormais conscient de la nécessité d'une nouvelle forme d'architecture institutionnelle et d'une adaptation progressive du modèle économique ultramarin. L'objectif implicite n'est plus seulement de maintenir un système de transfert financier comme auparavant, mais de préparer les territoires à davantage de résilience productive et d'intégration régionale dans l'espace caribéen. Dans cette perspective, l'idée d'un article 73 renforcé par un pouvoir normatif en substitution au dispositif actuel des habilitations apparaît à certains comme une voie médiane réaliste à court terme. Maintenir les garanties sociales et économiques du cadre français tout en permettant une plus grande adaptation locale des politiques publiques. Fin de citation. Et Jean-Marie Nolle fait une proposition pour le moins originale. Citons-le. Évoluer dans le cadre sécurisé d'une nouvelle souveraineté en 2 étapes, c'est-à-dire dans une perspective à moyen terme de la création ex nihilo d'une grande région Antilles-Guyane, puis dans une deuxième phase, à plus long terme, la mise en place d'un nouvel État Antilles-Guyane associé à l'Europe. C'est là incontestablement la mission qui serait dévolue aux nouvelles générations à l'horizon 2050. Cette vision politique, tenant compte des réalités intrinsèques de la société et des bouleversements du proche avenir avec la nouvelle géopolitique mondiale et de la disruption prévisible de la société antillaise avec l'intelligence artificielle, devrait correspondre aux souhaits de Frantz Fanon, pour qui il ne faut pas que l'apothéose de l'indépendance se transforme en malédiction de l'indépendance, en faisant très certainement référence à Haïti. La lutte des classes n'a probablement pas totalement disparu aux Antilles françaises, mais elle a changé de nature. De refuser de voir cette mutation profonde reviendrait à analyser la société antillaise actuelle avec des outils intellectuels devenus en partie obsolètes. Et dans un monde traversé par les ruptures technologiques et géopolitiques, le principal danger serait peut-être moins la disparition de la lutte des classes que l'incapacité collective à penser lucidement les transformations économiques du XXIe siècle. Fin de citation. Comme on le voit clairement, depuis vendredi, où nous vous lisons des extraits de ces textes, Jean-Marie Nolle, dont la compétence ne peut être mise en doute, nous positionne comme un pays pour qui il faut trouver une voie nouvelle dans un monde en pleine mutation. En réalité, toutes nos élites se positionnent de la même façon. Un pays pour qui il faut trouver un nouveau chemin. La question que l'on peut se poser est évidemment la suivante. Se pose-t-on ce genre de questions pour la Bourgogne, la Bretagne ou la Haute-Savoie? Pourquoi donc nos élites ne nous livrent jamais d'analyse qui prendrait en compte une réalité évidente? Nous sommes une région française avec des particularités comme toutes les régions françaises. Que faire pour tirer le meilleur parti de cette situation? Est-ce véritablement de faire sécession? La question n'est véritablement jamais posée en ces termes. Ce qu'on nous explique, c'est que la solution, c'est sortir sans sortir. Nous y reviendrons. Dans notre sujet santé ce soir, il est question de don d'ovocytes. Le don d'ovocytes est une démarche intime, encore très souvent protégée par la présence d'un entourage immédiat d'un couple en difficulté pour concevoir. Pour sensibiliser davantage les femmes à faire un don, l'agence de biomédecine repart en campagne avec un nouveau site, plus interactif et qui met en avant l'accompagnement de proximité. Via un onglet répertoriant tous les centres d'assistance médicale à la procréation, des informations locales sont proposées aux femmes afin de les rassurer et les inciter à prendre le premier rendez-vous dans le centre le plus proche de chez elles. Les caractéristiques du centre, les étapes du don, les démarches à entreprendre, les personnes à contacter. Il est même possible de laisser ses coordonnées pour être contacté personnellement par une personne de ce centre. Bien entendu, le site rappelle les enjeux du don d'ovocytes pour les couples en difficulté et propose de consulter de nombreux témoignages de couples infertiles et de donneuses.
Pour l'Agence de la biomédecine, il est urgent de recruter de nouvelles donneuses. Malgré une augmentation du nombre des dons, il reste insuffisant. 402 femmes ont fait un don d'ovocytes, ce qui a permis de réaliser près de 800 fécondations in vitro pour des couples infertiles. Mais il en aurait fallu 900 de plus pour satisfaire aux demandes. C'est ainsi 1806 couples étaient toujours en attente d'une donneuse. Pour celles qui souhaitent donner mais ne savent pas comment faire, voici le site internet www.dondovocytes.fr www.dondovocytes.fr. C'est ainsi que s'achève cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je remercie tous ceux qui ont participé à sa conception. Jordan Adélaïde, Jean-Michel Césaire, Jenny Georges, Alain Jean-Paul, Daniel Jazz, Jean-Baptiste Adolphe Cassandra, Getty Galva, Sarah Verne, Hugues Blandy, Marie-Josée Joseph et Roland Laouché. Ce journal est diffusé à 18h30, 20h, 22h et demain à 6h25. Il est également disponible en multidiffusion sur Canal Antilles, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Vous pouvez bien entendu revoir votre journal sur kmttelevision.fr. Je vous souhaite une très bonne soirée et que Dieu garde la Martinique.